Bonjour à tous. Donc aujourd'hui François Villon, de la poésie. Donc c'est aussi un sujet de romance, la poésie, hein, au Moyen-Âge, au XVe siècle. Donc le sujet c'est François Villon. Donc il y a un grand historien du XXe siècle qui a écrit une somme sur François Villon qui est extraordinaire. C'est François Villon, hein, de Jean Favier, un très grand écrivain, spécialiste du XVe et XIVe siècle, voyez-vous. Il a écrit beaucoup de choses. Hein. Je vais vous lire une biographie, je crois. L'auteur Jean Favier a 50 ans. Enfin bon, ils disent ça, c'est quand c'était publié, hein, c'est en 1983. Hein. Donc, il était né en 1932, hein, effectivement. Non, 82. Donc il était né en 1932, effectivement, à l'époque, ça faisait 50 ans. Mais il est mort en 2014, hein, Jean Favier. Chartiste, les chartistes, ce sont les gens qui s'occupent des archives, agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Il était membre de l'école française de Rome, conservateur aux archives nationales, professeur dans plusieurs universités. Il est aujourd'hui directeur général des archives, à l'époque, des archives de France, professeur à l'université de Paris-Sorbonne et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Il a écrit de nombreux ouvrages consacrés à l'histoire du Moyen-Âge, et notamment Enguerrand de Marigny, hein, en 1963, qui était jeune à l'époque, Les finances pontificales à l'époque du grand schisme d'Occident, en 1966, de Marco Polo à Christophe Colomb, en 1968, Paris au XVe siècle, Philippe le Bel, en 1978, magnifique cet ouvrage, hein, Philippe le Bel. Et la guerre de 100 ans, en 1980, pareil, il a écrit un livre sur Louis XI, si je me souviens bien aussi, hein, c'est pas marqué là. Il a obtenu le Grand Prix de la ville de Paris, le prix des ambassadeurs et le Grand Prix Gobert de l'Académie française. Voilà, donc c'est un grand historien de cette époque. Et ensuite, il y a des romans aussi, hein, donc... il y a le roman de Francis Carco, le roman de François Villon, donc on verra peut-être la semaine prochaine, ou alors Jean Tullet, je ne me suis pas encore décidé, François Villon, un petit peu des deux, on verra ce qu'on peut faire en citation de ces deux jolis romans que j'ai lus il y a un petit moment, hein, déjà. Donc il faut que je me remémore. Ça c'est l'œuvre de François Villon, hein, que je parcours de temps en temps. C'est du français, hein, c'est du français du XVe siècle, c'est à la fois étrange et vibrant et attendrissant, quoi, hein. Les poèmes de François Villon, il faut les lire, c'est merveilleux. Voilà, ça c'est une belle édition, hein. Mais c'est publié en livre de poche, hein, tout simplement. Voilà. Donc je vous ai trouvé des passages, je vois qu'il y a sur la pochette, il y a également un homme comme les autres dans le futur quartier latin des années 1450. Il ressemble à quelques milliers d'écoliers plus riche d'illusions que de bagages ou d'emploi. En ce temps de dynamisme retrouvé au sortir de la guerre de 100 ans, il y a des places à prendre, mais la société déjà se défend des nouvelles ambitions. Beaucoup de places sont prises ou réservées. Clercs et célibataires par opportunité, amoureux par tempérament et misogynes par résignation. Il hésite entre les femmes et les filles. Il n'hésite pas moins entre l'école et la taverne. Sa science est courte, tout juste propre à fournir les références indispensables en une époque où mieux vaut s'appuyer sur les autorités que faire preuve d'originalité. Le malheur fond sur l'écolier sans emploi. Il tue, il vole, il s'essaie à la vie de cour et se retrouve dans les grands chemins. On veut le pendre. Est-il un bandit? Est-il un amuseur qui joue au truand? Villon est en tout cas le témoin passionné d'un temps et d'un monde. Un historien ne pouvait qu'être tenté de l'interroger. Comprendre Villon, c'est comprendre ceux qu'il a côtoyés, entrevus, jalousés. Pourquoi ne pas écouter un poète lorsqu'il parle de lui et des autres lorsqu'il règle son compte avec la société et avec son propre personnage? Des écoles aux tavernes, du port en grève au cimetière des Innocents, de la cour chevaleresque du roi René aux bouches de la grosse Margot. Les véritables héros de ce livre sont la vie et la mort, Dieu et la fortune, l'amour et la haine, la justice et la misère, mais l'œil du poète est malicieux, il a 100 facettes.
Voilà, donc c'est pour Jean Favier l'occasion de décrire cette société du Moyen-Âge, enfin de la fin du Moyen-Âge. Donc j'ai pris des passages, je vais commencer un peu par la fin parce que faut quand même lire un de ses poèmes. Hein. Donc le plus connu, hein, la balade des pendus. Hein. Donc ça c'est page 496, la balade des pendus. Il y a aussi la balade des dames du temps jadis. Enfin bon, j'en ai choisi un, c'est la balade des pendus. C'est page 496, j'ai dit. 496. Lisons-le un peu, lisons François Villon. Page 96. Un de nos plus grands poètes. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu on aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous les os devenons cendre et poudre. De notre mal personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si, frères, vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy, par justice. Toutefois, vous savez que tout homme n'ont pas le sang rassis. Excusez-nous puisque nous sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie. Nous préservons dans l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a hébés et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Pis corbeaux nous ont les yeux cavés, et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous nous sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie. À son plaisir, sans cesser, nous charrie. Plus becquetés d'oiseaux que de dés à coudre, ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur nous a Marie, garde qu'en faire n'est de nous seigneurie. À lui n'avons que faire ni que soudre. Humain ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Voilà, je me souviens que quand j'étais petit, on l'apprenait, hein, cette balade à l'école. Et c'était une très très bonne idée, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Parce que ce sont de merveilleux vers. C'est la base de notre culture, hein, la culture de langue française. Page 7, Histoire et légende. Page 7. 3 jours pour quitter Paris. C'est ce qu'obtient au mieux le 5 janvier 1463 Maître François de Montcorbier, dit Villon, naguère condamné à la corde pour avoir à peine trempé dans une méchante affaire de coups de couteau. Le 6 janvier, à l'aube d'une année dont le notaire Jean de Roy nous assure qu'il n'y survint rien qui doive être mis en grand mémoire, Villon sort de l'histoire. Il entre dans la légende. Banni pour 10 ans, il pourrait revenir en 1473. Nul à cette date ne prononce son nom. Et lorsque le libraire parisien Pierre Levet publie en 1489 le Grand Testament Villon et le Petit, son codicile, le jargon et ses ballades, il n'est personne à Paris pour se souvenir d'avoir connu un poète déjà fameux. Pourtant, s'il vivait encore, Villon aurait à peine 60 ans. Le poète a lui-même peint sa misère physique, fruit des duretés de la vie, des privations, de quelques séjours en prison aussi. Le Villon qui triomphe du geôlier, avais-je point raison, n'a rien du moribond, mais il était la veille en bien piteux état. À 32 ans, le chenapan est un homme usé. La survie de François Villon a cependant son historien. Il s'appelle François Rabelais. Romagnant vers 1550, le 4 Olives, l'auteur de Pantagruel, attribue au poète du Testament, retiré sur ses vieux jours à Saint-Maxence en Poitou, une passion en un geste et langage poilevin, composé pour distraire le peuple et représenter à l'issue des foires de Niort. On voit assez bien l'extraordinaire metteur en scène qu'est Villon, décrivant une passion pour les tréteaux d'une petite ville. On le voit tout aussi à l'aise dans l'organisation d'un chahut. Or, c'est bien d'un chahut qu'il s'agit, lorsque les bourgeois de Saint-Maxent, déguisés en diable, punissent le sacristain des Cordeliers.
frère Étienne Capecou, un religieux dont le personnage et le nom pourraient bien ne sortir que de l'invention de Rabelais. Voilà, donc les deux poètes, les deux auteurs ont une certaine fraternité, en quelque sorte, littéraire. Voilà, ensuite, ce que j'ai sélectionné aussi, c'est page 76, Testament. Page 76. Testament. En une telle religion, le testament prend une place essentielle. Préparer ou non de longue date, les dispositions dernières sont l'acte ultime qui peut épargner l'enfer. Intéressé à la générosité des fidèles et sachant fort bien que l'on donne plus volontiers aux dépens de ses héritiers qu'à ses dépens propres, l'Église n'a cessé depuis un millénaire d'encourager cette dévotion du grand passage qu'est un testament nourri d'intentions pieuses. Les temporels des évêchés et des monastères doivent beaucoup aux legs des grands et à la trésorerie des églises se trouvent bien des apports continuels que sont les casuels, legs en argent, fondations pieuses, fastes des obsèques et des sépultures. Le testament d'un président au Parlement, Robert Mauger, qui ordonne ses volontés dernières en 1418, dessine assez bien la carte de la dévotion parisienne. 125 messes en province dans les églises où lui ou ses proches ont tenu des bénéfices, 500 messes à Paris dans le couvent des frères mendiants, Jacobins, Cordeliers, Augustins et Carmes, et 20 messes dans la chapelle du collège des Dormants. S'y ajoutent des vigiles à l'Hôtel-Dieu, au Filles-Dieu, chez les Biguines et à Saint-Avoie, à la chapelle Audry, au Saint-Esprit en Grève et aux bons enfants de la porte Saint-Victor. C'est là appliquer au salut éternel la tactique bien connue des notaires et des tabellions qui, faute de savoir la définir assurément avec leur pauvre science des mots, cherchent à encadrer de leur mieux la réalité juridique. Nous avons donné, baillé et octroyé, donnons, baillons et octroyons, écrit le notaire de la chancellerie aux ordres d'un prince. Voulons et ordonnons, écrit le roi à ses officiers. Je baille, cède et délaisse, écrit le bourgeois. À faire prier dans 15 églises, on a la plus grande sûreté de toucher Dieu. Donner un blanc à la quête, glisser un gros dans le tronc, faire l'aumône aux pauvres, faire dire une messe à l'église ou à la chapelle, fonder un anniversaire au moutier, léguer à l'hôpital, c'est tout un. De même place-t-on quelques vivres ou quelques deniers dans les paniers que font descendre au bout d'une corde les prisonniers du Châtelet ou du Fort-Évêque, et c'est pour les mêmes raisons que l'on adhère à l'une ou à l'autre de ces confréries où le survivant fait aux morts la charité un ultime accompagnement et d'une oraison renouvelée de fête en fête. Voilà, Villon est un clerc, hein, donc il est dans cette économie du Moyen-Âge des dons et legs. Donc, page 145, le paix au diable. Page 145, le paix au diable. Page 145. Le paix au diable. C'est ainsi qu'un beau matin, Paris s'éveilla pour apprendre que le paix au diable avait disparu. Le paix au diable était une sorte de borne à la forme sans doute suggestive qui se dressait fort inutilement dans la rue du Matrois Saint-Jean, à mi-chemin de la place de Grève et de Saint-Gervais. Autant dire qu'elle était derrière l'hôtel de ville ou en un lieu des plus fréquentés. Fâcheusement, le paix au diable s'érigeait juste devant l'hôtel où demeuraient deux respectables personnes connues pour leur fortune et vantées pour leur vertu. Mademoiselle Catherine de Bruyères, veuve d'un trésorier du roi, et sa fille Isabelle, veuve d'un maître des monnaies. Isabelle cherchait à se remarier. Elle trouvera finalement pour partie l'un des plus riches changeurs de la place. Sa mère faisait au contraire carrière dans l'autorité. Elle plaidait immeuble de rente, propos en l'air, tout procès était bon. Qui lui répliquait la diffamait. Ses charités s'assortissaient de quelque morale. Mademoiselle de Bruyères s'était découvert
une vocation, tirer du péché les filles égarées. Villon s'en amusera et la chargera en son testament d'être le prédicateur de cette charge litanie que Clément Marot appellera la ballade des femmes de Paris. Il n'est bon bec que de Paris, c'est l'éloge du verbe vigoureux, des braves filles, dures au travail et faciles à distraire, qui faisaient retentir les marchés d'entour des halles de leurs cris et de leurs réparties. Villon le sait bien. On n'a pas le dernier mot avec une lingère ou une fileuse telle qu'il en est au marché établi contre le mur du cimetière des Innocents. C'est donc là qu'il veut les voir aux prêches que donnera la vieille dame vertueuse. Au vrai, les morts n'étaient pas seuls dans le cimetière. Les filles y donnaient volontiers des rendez-vous aux galants. Villon y songe, lorsqu'il se venge à la fois sans grande méchanceté des filles qui lui ont peut-être rivé son clou et de la prêcheuse dont la vertu patente l'ennuie. Item, pour ce que c'est sa Bible, Mademoiselle de Bruyères donne prêcher hors l'Évangile, à elle et à ses bachelières pour retraire ces vilotières qui ont le bec si affilé, mais que soit hors cimetière, trop bien au marché au filet. Quoi qu'on tient belle langère, florentine, vénitienne, assez pour être messagère. Voilà, le Villon, à l'œuvre. Donc, page 198, Bourg-la-Reine. 198. 198. Alors, ce n'est pas une injonction, Bourg-la-Reine, c'est un lieu-dit à l'époque. Aujourd'hui, c'est une grosse commune d'Île-de-France. La prudence s'impose dès lors à un François de Montcorbier dont la conscience est moins tranquille qu'il ne le dira. Sermoise avait bel et bien quelques indélicatesses à lui reprocher. Affaire de femme, date de jeu, larcin, il y a anguille sous roche, et Sermoise laisse des amis. Comme il serait difficile de prouver la légitime défense, et que l'indication d'un faux nom pourrait entretenir des suspicions, Villon n'a qu'un seul moyen d'assurer vraiment sa sécurité, quitter Paris. Sans doute ne va-t-il pas bien loin. 7 mois plus tard, il est de retour, futur bénéficiaire d'un legs quasi professionnel. Le barbier juré de Bourg-la-Reine a peut-être bien gagné dans ce moment-là la reconnaissance de Villon en lui offrant un refuge. Le poète en gardera le souvenir de s'être refait une santé chez ce Perrault Girard. Item donne à Perrault Girard, barbier juré de Bourg-la-Reine, 2 bassins et un coquemard, puisqu'à gagner, mais telle peine, des ans y demi-douzaine, quand son hôtel de cochon gras m'appâtait une semaine, témoin d'abbesse de Pourrat. L'abbesse de Pourrat. On ne s'ennuyait pas chez Perrault Girard, même si Villon n'y a jamais rencontré ce personnage rabelaisien qu'était Huguette de Hamel, abbesse de Pourrat, comme on disait familièrement pour nommer Port-Royal. Le fait qu'il en appelle à son témoignage ne plaide pas pour le sérieux de cette semaine de retraite à Bourg-la-Reine. Abbesse depuis quelques mois seulement, mais maîtresse femme depuis longtemps, on devait apprendre plus tard qu'elle n'était plus vierge lors de son élection. Huguette de Hamel n'avait que de maigres troupes à se sortir de la guerre de 100 ans qui avait ruiné les campagnes et mis à sac villages et monastères. Dans l'abbaye désertée, elle s'était d'abord retrouvée seule avec une novice. Puis, elle avait recruté 4 ou 5 religieuses et rendu quelques activités à Port-Royal. Il sut vite que le procureur de l'abbaye, un praticien parisien du nom de Baude le Maître, avait à Port-Royal non seulement sa nièce, mais aussi ses aises et son plaisir. Pour tout dire, il couchait avec l'abbesse. Celle-ci lui rendait à Paris ses visites lorsque l'insécurité revenait
sur le plat pays et que, comme tout un chacun, les religieuses se réfugiaient à l'abri de l'enceinte. Et il lui prêtait son lit, comme elle lui prêtait le sien, dit Villon. Baude le maître vint un jour à Port-Royal avec un sien cousin, un maître Essard, qui voulait avoir l'âge de François de Montcorbier. On se baigna, l'abbesse fit préparer un second bain, voulut obliger une jeune moniale nommée Alypson à se baigner nue avec l'étudiant. Alypson refusa. On la jeta dans le cuveau tout habillée, sans même lui laisser le temps d'enlever ses chaussures. Alypson fut bien obligée de se dépouiller. Elle finit la journée comme bien l'on pense. Et voilà François Villon à l'œuvre, à nouveau. Alors, page 395, je crois, le gibet. Me serais-je trompé avec ma vilaine écriture? 395. Je me suis trompé, ça va être 99. C'est bien ça, je me suis trompé, c'est 99. Alors, le gibet dans la ville. Le gibet, l'échafaud, le pilori font également partie du paysage urbain. Bon an, mal an, la justice du prévôt de Paris et celle du haut justicier ecclésiastique dépêchent dans l'au-delà une soixantaine de balandrins en tout genre. Ce nombre se gonfle bien sûr dans les temps de troubles politiques. Il diminue lorsque l'épidémie se charge de saigner la population et que les esprits et les juges sont ailleurs. Chaque quartier de Paris a son gibet, ou son pilori, ou les deux. L'évêque a son échelle, au parvis, Notre-Dame. Le chapitre cathédral, la sienne, au port Saint-Landry. L'abbé de Saint-Germain-des-Prés a son gibet, au milieu de son bourg. Le prieur de Saint-Éloi, le sien, derrière l'hôtel de ville, à la porte Baudoyer. Cette porte invisible d'une enceinte oubliée qui ouvrait l'une des places les plus fréquentées de la capitale. Quant au roi, il fait pendre ses justiciables en place de grève ou devant le pilori des Halles, à la croix du Trahoir, au carrefour de la rue Saint-Honoré de la rue et de la rue de l'Arc-Sec, ou à Montfaucon, l'un des hauts lieux du spectacle judiciaire. Après 2 siècles de bons services, le gibet de Montfaucon menace sérieusement de s'écrouler avec sa charge de pendus. Aussi veut-on le dresser de nouveaux bois de justice dans la même région. Le gibet de Montigny, que tout un groupe de chenapans étrenne en 1460. On pend les vivants, on pend même les morts, et sans la moindre gêne. C'est ainsi que, le 6 juin 1465, on pend au gibet un bon bourgeois de la rue Saint-Denis, nommé Jean Marceau, bonnetier de bon état et fort ancien de son âge. Le vieil homme est coupable de s'être lui-même pendu et étranglé, à son domicile, devant l'enseigne de la Barbe d'Or. On l'a donc détaché, porté raide mort au Châtelet, dûment visité. Le constable de Sey et Dorochef porté pendre. Pour peu qu'un traître ait comploté contre le roi ou met en danger l'ordre public, le spectacle se corse. On décapite d'abord le coupable, puis on le pend par les aisselles. Si l'affaire est très grave, on peut même le traîner préalablement par la ville. Le corps est très vite disloqué par le galop du cheval, mais reste fort propre au dernier supplice. Pour peu que l'on décapite le traître en grève et qu'on le pende à Montfaucon ou à Montigny, toute la ville profite de l'aubaine. Ainsi, a-t-on fait en 1409 pour Jean de Montaigu, un homme qui avait un temps gouverné les finances du royaume et que nul parmi les contribuables n'a regretté de voir passer en pareille roi. L'exceptionnel attire toujours la foule. Elle se presse en 1445 pour voir crucifier une voleuse d'enfants qui a crevé les yeux de sa victime pour en faire un meilleur mendiant. Les badauds s'interrogeront toujours pour savoir pourquoi le prévôt a choisi un tel supplice. Autrement fréquente est l'exécution d'un faux monnayeur pour atteinte à l'un des droits fondamentaux du roi. Le batteur de fausses monnaies est normalement bouilli.
Le spectacle se déroule au-delà de la porte Saint-Honoré, sur le tertre du marché aux pourceaux. Une pierre plate qui est là demeure forme la base du foyer que l'on aménage pour cette bouillure, un supplice dont l'intérêt tient à ce qu'il n'entraîne pas la mort immédiate. L'écrit du condamné concourt à rehausser l'événement. Ainsi, en advient-il le 17 décembre 1456 du coquillard Christophe Turgis, proche parent du tavernier chez qui Villon a ses habitudes à la pomme de pin. Voilà, on savait les distraire à l'époque. Voilà, donc ça évoque, je crois bien, avec minutie et détail, la vie, de ce qu'on peut savoir de la vie de François Villon, et en tout cas de la vie de ses contemporains. Donc c'est un excellent livre d'histoire sociétale qui fait rêver. Voilà. Et ensuite, la semaine prochaine, on verra les romans qui je pense, en découlent. Il faudrait voir la bibliographie que nous annoncent ces messieurs, je ne sais pas s'ils en mettent. Si, c'est écrit, je crois, il faudra regarder. Il y a très certainement, donc, Jean Favier. Ouais. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Voilà, à très bientôt.